Donc, je te présente, bienvenue, Laura. Merci infiniment, Christian, pour cette superbe invitation au sein de ton exposition virtuelle. Donc voilà, donc on est donc pour les Journées européennes des métiers d'art organisées par l'IMNA, qui est exceptionnellement, au vu de l'actualité, en digital. C'est une toute première pour l'IMNA parce que l'année passée, on va expliquer que ça avait été quasiment annulé pour tout, vu qu'ils n'étaient pas préparés pour faire en D'accord. digital. Voilà, donc cette année, c'est que du digital, vu que toute la France est confinée depuis hier. Oui, oui. Tout à fait, Christian. Alors, j'ai regardé dans ton exposition, il y a quelque chose que j'apprécie particulièrement. C'est l'art du sciage et de l'écorçage du genévrier. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment une œuvre d'art ça donne vraiment envie de la voir dans son salon ou dans Ah, sa chambre. ah, c'est un bois exceptionnel. Et puis, évidemment, sur l'expo virtuelle, il manque, c'est l'odeur, parce que le Ouais, genévrier, il y a une odeur, ça parfume tout, hein, c'est impressionnant. Et puis, voilà, c'est l'antimite, alors c'est bien dans les placards. Là, dans les grandes pièces, ça peut être mis un peu partout. Et puis, l'odeur, c'est toujours un plaisir de venir mettre le nez sur le bois et de se dire, waouh, on sent, et puis c'est un bois méditerranéen. Donc en plus, il y en a pas, il me semble, partout en France. Donc c'est encore plus quand on n'est pas quand on n'est pas dans notre coin, le Grand Sud. Et automatiquement, c'est un bois qu'on connaît pas. oui, ça fait voyager. C'est vrai que c'est ce qui m'a manqué également dans l'exposition virtuelle, c'est le fait de ne pas pouvoir sentir et toucher ces bois qui sont absolument splendides. Et alors, ça me fait penser quand j'ai vu la pomme de pin que tu as coupée, qui devait sûrement être très odorante. Ah, alors la pomme de pin, je donne un petit conseil, j'en profite, parce qu'évidemment, une pomme de pin, ça sent, mais à peine on l'ouvre une pomme de pin, l'odeur est immense. Et si on veut parfumer une pièce et qu'on n'a rien d'autre, on peut prendre une pomme de pin, faut y mettre deux trois coups de couteau bien acérés, bien évidemment, et ça va parfumer une pièce pendant quelques heures Hmm, de manière assez forte. Et ça va partir aussi vite que c'est arrivé. C'est un d'accord. peu la particularité. Quand on a le genévrier qui sent sur des mois et des années et compagnie, mais ça n'a pas une odeur qui va être agressive, on va dire. D'accord. La pomme de pin est une odeur vraiment, on a une impression, quand moi je travaille la pomme de pin, j'ai vraiment une impression, d'ailleurs quand les gens y rentrent, ils se disent on a l'impression d'être en forêt directement, ce qui n'est pas le cas, bien évidemment, et ça part très très vite. L'odeur ne reste pas du tout longtemps et c'est très très même agressif. T'en as qui trouvent que c'est évidemment très agressif, mais dans une pièce ça va. Quand on est à 10 centimètres, t'en as qui n'aiment pas. Hmm. Moi personnellement j'adore. Ça tombe bien vu que moi, j'en travaille, Ça tombe bien, oui. j'en travaille très régulièrement. Donc voilà. Et d'ailleurs, tu montrais dans la pomme de pin que tu coupais, tu montrais les petits pignons de pain que les restaurateurs utilisent, hein, c'est ça? Non, non, les cuisiniers les Les utilisent. cuisiniers. C'est-à-dire, si on pourrait dire qu'une fois que je scie, je pourrais finalement manger en même temps que je scie, entre guillemets. Moi, je préfère les garder dans le bois pour prouver que c'est le fruit, sachant que la pomme de pin n'est ni un tronc ni une branche. Donc c'est le fruit, donc j'ai envie de qu'on voie le fruit, j'ai pas envie de le mastiquer en blanc pour faire du faux. Mais c'est D'accord. vrai que quand je le coupe, je pourrais le manger directement. C'est comme ça. Maintenant en plus, il est vrai que je n'aime pas manger, manger ça. D'accord. Je suis capable de le faire, mais je ne prendrai pas de plaisir à manger des pignons de pain. Voilà. Bah, ça peut être sympa dans une petite salade, Ah oui, peut-être dans du oui, oui. pain, Moi, même. c'est vrai que moi, j'en croise énormément, hein, évidemment, mais je préfère les garder, parce que, ben voilà, c'est la nature et que moi, j'aime bien montrer ce qu'est la nature, ce qui est très, très pour moi important, parce que c'est la réalité. Voilà, faut pas trucher. Bien sûr. C'est pour ça que moi, je le dis toujours, je mets pas de résine. Et la pomme D'accord. de pin, par exemple, on peut l'avoir avec beaucoup de résine. On peut le voir dans des porte-clés, dans des stylos, mais il y a 80% de résine et tu as 20% de pomme de pin. Alors D'accord. effectivement, la résine, ça donne une image parce qu'on peut faire du bois bleu, du bois rouge, on a toutes les panels de couleurs. Mhm.
Moi, je préfère montrer de la réalité parce que quand on voit la beauté d'une pomme de pin de près, il n'y a pas besoin de résine pour la rendre belle. Ah bah c'est Et sûr. d'ailleurs, c'est magnifique, c'est que l'autre, c'est la pomme de pin, elle est là pour rendre jolie la résine, ce qui est pour moi complètement aberrant. Laissons la résine là où elle doit être. Bien sûr. Mais pour moi, elle n'a pas forcément de place. Après, on a des couleurs. Mais si on veut du bois rouge, du bois avec des intonations, il en existe. Il n'y a pas besoin de faire de l'imitation. Pour moi, hein. Après, Ça m'informe bien. chacun fait ce qu'il veut. C'est une belle invention, la résine, parce que c'est ultra solide, c'est ultra pratique, ça se fait très facilement. Voilà, chacun son style. Bah, c'est sûr. Et alors, tu parles de bois très surprenants et de bois exceptionnels. C'est ces fameux bois colorés parce que tu parles du fait qu'il y a des bois rouges dans la nature, des bois de toutes les couleurs. Tu penses à quel type de bois? Ben, dans la garrigue, on a une garrigue très très chargée c'est-à-dire que par exemple, quand on veut quelques traits verts, on va aller vers le mûrier du verre à soie. Quand on veut des jaunes, on va aller dans un bois de garrigue qui est l'ajon. On a le calicotum épineux qui est un bois mais absolument extraordinaire. Il est insupportable à prendre parce qu'il y a de grosses épines et que ça fait mal. Ça m'est arrivé de le travailler, c'est rare parce qu'il faut aller se balader dans la garrigue, il faut avoir tout ce qu'il faut pour amener le bois, ce qui est plus compliqué. Mais quel trésor de voir ces couleurs, parce que quand on voit un bois avec trois couleurs, et se dire ça c'est naturel. Voilà, Ah, c'est génial il n'y a ça. pas il y a pas de couleur, il n'y a pas de teinte, il n'y a pas besoin de rajouter des teintes vu que la nature finalement nous a tout donné. Bien sûr, c'est sûr. Il faut savoir, évidemment, la profiter. Et c'est tout le problème pour moi qui est passionné d'histoire, c'est qu'à la grande époque, on travaillait une centaine d'essences de bois et qu'aujourd'hui, malheureusement, pour des raisons autres, on n'en travaille que même pas 20. Donc, et on veut trouver la même chose dans 20 que dans 100. Et bien, ça ne marche pas. Donc, on va trouver dans des résines, on va trouver dans des teintes, dans des couleurs, ce que l'on ne peut plus trouver dans la nature, puisque soit on ne le cherche pas, euh, soit on l'a pas, mais on a Et comment ça quasiment se fait tout. qu'avant, nous avions la possibilité de travailler avec 100 Mais types de bois et maintenant plus qu'une... Mais il y a la plus raison, elle était facile, c'est qu'avant, tu avais les scieurs de long, les ancêtres des bûcherons, qui Oui, travaillaient en forêt, qui ramenaient à peu près tout, qui utilisaient tout. Parce qu'aujourd'hui, on ne travaille que des troncs, on ne travaille même plus des grandes branches. Et qui utilisaient, c'est-à-dire qui sciaient tout, c'était envoyé sur place, c'était le cheval qui transportait le bois. Aujourd'hui, on a des cultures, on fait du bois de région, on a le fameux pain des Landes, on a le chêne de Bourgogne, on a tout ça. Alors qu'avant, on n'avait pas forcément à ce point ces bois de culture que l'on a aujourd'hui et qui fait que on a envie de travailler qu'un seul bois par secteur géographique. Pour moi, c'est une énorme erreur et un énorme gâchis. Maintenant, c'est comme ça. On va peut-être se rendre compte parce que le châtaignier est malade et que le hêtre est malade. Le hêtre est malade ici vu qu'il a le cœur rouge. Donc ce qu'il fait, c'est que pour les artisans classiques, menuisiers ébénistes, c'est un bois qui est inutilisable. Il n'y a plus que les artistes qui peuvent travailler ce bois-là qui parce qu'il est trop coloré. Mais, alors euh, c'est intéressant, Christian, ce que mais tu dis, c'est... enfin, ce que tu dis, parce que figure-toi que j'ai appris que les arbres s'entraidaient et qu'il c'était important d'avoir de la diversité dans les plantations. Mais évidemment, Ça rejoint ce que tu dis en fait, hein, mais c'est ça? il faut. On est dans une période. Pourquoi on a ce coronavirus qui est là? Parce que tout le monde voyage tout le temps et qu'on n'a pas su finalement bloquer les transports quand il fallait les bloquer très très vite. Dès que le virus était parti, il fallait stopper les transports. Et on se rend compte, c'est que que ce soit pour les animaux, que ce soit pour les arbres, c'est pareil. Ça veut dire que, regardons, si on a une maladie sur un arbre, et si on n'a qu'une forêt où il n'y a qu'un seul arbre, eh ben, tout est abîmé. Donc il faut une pluriculture tout le temps. Il faut à un moment donné savoir mettre des frontières, euh, mettre de la diversité quand il faut mettre de la diversité. Là, le hêtre est malade, on n'a que des forêts de hêtres, et bien tout est malade. Mais
oui, c'est ça, C'est, c'est-à-dire qu'il et manquerait il n'y a cette plus d'arrêt que diversité. de tout détruire. Donc le problème, c'est qu'il faudrait effectivement changer la méthode. Mais changer la méthode, c'est compliqué parce que tu as des gens qui voudront jamais la changer. Moi, dans le secteur, quand j'ai dit qu'il fallait utiliser les bois, qu'il y avait une clientèle pour ça, on m'a regardé en disant bon, toi, avec tes pièces, tu es une exception. Tu- Oui, je suis un extrême. Évidemment, ma façon de penser et de faire, je suis dans un extrême. C'est une évidence. Mais si on regarde un peu un curseur, on va dire beaucoup plus au milieu, on va se rendre compte qu'il est très très loin de ce que font les forestiers. Et d'ailleurs, entre les forestiers et les artisans du bois, il n'y a aucune discussion aujourd'hui qui se passe et je suis quasi convaincu partout en France. Ah oui, d'accord. Donc on a les résultats que l'on a. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont très fiers de leurs résultats et on a des professionnels du bois qui sont en train toujours de râler en disant que soit on a du bois de mauvaise qualité ou soit on n'a pas le bois qui est demandé. Euh, Moi, quand j'arrive et quand j'ai un client qui me demande du noyer, j'ai envie de dire, je me tire les cheveux qui me restent sur la tête. Parce que c'est une punition aujourd'hui d'avoir un client qui va me demander du noyer. C'est quand même impressionnant parce qu'en France, on en a du noyer. Bon. Sauf que le problème, c'est qu'il me faudrait que, si je le veux à un tarif normal, que je loue un camion, que j'aille dans le massif central récupérer le plot, vu que c'est comme ça qu'on dit, donc un arbre coupé en tranches, et récupérer. Le vrai souci, c'est qu'entre louer un camion, faire 8 heures de route et revenir à l'atelier, je ne peux plus vendre ce bois-là, vu qu'il est à un tarif totalement aberrant. Oh, ouais. Donc aujourd'hui, on voit des professionnels ne plus avoir la possibilité de vendre le bois et gagner de l'argent dessus. Il n'est pas là pour être bénévole. Ah mais non, mais Moi, c'est sûr, c'est entendu. ça m'est arrivé de faire des chantiers aujourd'hui sur des bois difficiles à récupérer et de faire que le chantier ne vaut que le prix du bois. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui existe. Ouais. Parce qu'on n'a pas, alors, sur la région de Perpignan, mais je suis sûr qu'il y a plein d'autres régions où il y a beaucoup de professionnels qui disparaissent d'ailleurs les uns après les autres. Mais évidemment, il y a des professionnels du bois qui, on lui demande du noyer ou du merisier et on lui dit ah ben non, ou alors je vous le propose à un tarif revendable et encore même à prix coûtant, on est revendable. Vu que plusieurs fois j'ai dû faire du prix coûtant, je me suis gardé les chutes, Ouais. mais ce n'est pas économiquement, c'est ingérable. C'est Ah ben, c'est ingérable sûr, hein, c'est sûr. de le faire. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir sur les 10 dernières années, je crois qu'on doit être à 10 fermetures d'entreprises de menuiserie ou d'ébénisterie pour aucune ouverture. D'accord. Il faut être très Mais très c'est quand même honnête. dommage parce que l'arbre, c'est vraiment un matériel très sain. C'est Il est c'est tr- prouvé scientifiquement, j'ai lu des études comme ça qui prouvent que l'être humain se sent très bien Mais oui, en présence de l'arbre. mais je conseille à tout le monde, euh, faites un jour une sieste sur une bonne planche de chêne. Honnêtement, vous allez sentir quelque chose. Ah ben, j'imagine. Voilà, en dehors de la planche est dure, hein, bien évidemment, parce que la planche est dure. Mais vous allez sentir des sensations extraordinaires. Or, pourtant, l'arbre est coupé. Mais encore une fois, c'est comme le débat avec le maire de Bordeaux sur l'arbre mort, le sapin de Noël. Un arbre n'est mort que quand il est en sciure ou en cendre. Bien sûr, je suis Un d'accord avec bois vous. coupé reste vivant. Et déjà, c'est déjà le grand problème, c'est qu'il faut toujours expliquer, on n'est pas les artisans du bois, on n'est pas des coupeurs d'arbres. On ne l'est pas, on ne tue pas les arbres restent en vie longtemps. Et c'est pour ça que le bois gonfle d'ailleurs. Tout à fait. S'il était inerte, on va dire, il ne se réduirait pas dans la canicule et il ne gonflerait pas à partir du moment où il reçoit de la pluie. Oui, Donc tout à c'est fait vivant, raison. il faut toujours expliquer que on est sur des matériaux totalement vivants qui réagissent
il faut gérer ses réactions. Et c'est compliqué de gérer du vivant, parce qu'on travaille du vivant et on doit respecter le vivant. Et souvent, les gens du bois sont des gens très respectueux d'ailleurs, parce qu'on travaille sur du vivant. Plus qu'un Bien ferronnier qui sûr. travaille sur du fer qui lui va beaucoup moins réagir, ou un électricien ou un plombier qui sont sur des tuyaux ou sur des fils, on travaille, ou un maçon avec des briques. Les, Mais les- ça se les- voit d'ailleurs dans la manière dont tu travailles qu'il y a vraiment beaucoup de respect. Et d'ailleurs, tu parles d'outils anciens. Alors, c'est quoi ces outils anciens que Eh tu ben, utilises? j'ai eu l'occasion, j'ai eu un don d'outils qui m'a D'accord? fait changer la vie, parce que j'avais envie que ces outils anciens, qui étaient alors, pour certains connus, classiques, d'autres un peu moins, j'avais envie de dire, mais à l'époque, faut pas oublier, c'est l'artisan qui fait l'outil. Aujourd'hui, on l'achète, l'outil. À l'autre époque, on fait l'outil. Et en plus, quand on rentre dans un atelier à l'époque, ce qui était la pièce principale, c'était le rabot. Donc on D'accord. faisait des rabots décoratifs, sculptés, compagnie, pour montrer la qualité de l'artisan. Alors qu'aujourd'hui, on va plutôt mettre une pièce fabriquée. On va pas forcément mettre un outil automatiquement. On achète. À l'époque, donc, on avait des outils qui ne servaient pas à être travaillés, qui étaient que décoratifs. Et puis de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on a pu faire avec ça, qu'est-ce qu'on a fait. Donc moi, j'avais eu envie de dire, voilà, j'avais envie de travailler avec ces rabots. Alors évidemment, avec le respect de ne pas toucher le rabot. Quand je dis toucher le rabot, c'est réaffûter le fer qui ferait un visuel d'un fer neuf, on va dire, vu qu'il serait rendu propre. D'accord. Donc c'est évidemment travailler avec un fer non affûté, ce qui complique complètement la tâche. Et puis de se dire avec la pièce donc faite par ce rabot, qui était retravaillée avec les outils modernes, il faut être très honnête, parce que c'était augmenté, se dire mais finalement pourquoi cet artisan a fait cet outil. Et c'est plus compliqué parce qu'il faut se remettre dans la peau d'un artisan il y a plus d'un siècle en disant mais voilà pourquoi il a perdu plus d'une journée pour faire un rabot, pourquoi il l'a fait, compagnie, qu'est-ce qu'il faisait, vu que moi il n'y a que l'outil donc c'est un peu une enquête policière. Et ben de là on achète des livres pour se renseigner et puis on achète un autre livre parce qu'on se rend compte qu'entre le premier et le deuxième ça dit pas la même chose. D'accord. Oui, il y a énormément de différences. Si on regarde par exemple le dictionnaire des outils, tous les rabots arrondis sont des outils de tonnelier. Bon, alors c'est joli, sauf que quand on faisait un carrosse, il fallait des rabots arrondis. Oui. Et on n'était pas tonnelier. Donc on a des différences entre les livres automatiquement, en sachant que d'un côté on a une Bible fixe, on va dire, et de l'autre côté, on n'a que des cas particuliers, mais un rabot est un cas particulier quasiment. Parce que si on prend un rabot pour un plâtrier ou un menuisier, ils se ressemblent, hein, et pourtant c'est pas le même métier. Mais j'ai vu des rabots de plâtrier, c'est facile à reconnaître vu qu'ils sont blancs. D'accord. Donc il est facile de dire, tiens, un rabot il est blanc, donc il a fait du plâtre. Ça c'est un outil. Maintenant, si on regarde que la forme, on va se rendre compte que c'est exactement les mêmes que le rabot du menuisier, sauf qu'évidemment, il n'y a pas la même usure Oui. automatiquement. Donc c'est une vraie enquête de police qu'il faut mettre pour se dire, voilà. Alors il y en a qui ont des solutions, et t'en as qui n'en ont toujours pas. Parce Oui. que t'en as, j'ai beau avoir le rendu final, et je me dis, mais pourquoi il a fait ça en sachant que s'il a fait un rabot, c'était pas pour l'utiliser qu'une fois. C'était pour l'utiliser. Il va pas s'y amuser à faire des outils pour faire une collection d'outils, lui. Hein. Il en fait un décoratif, il n'en fera pas 10. Donc pourquoi il l'a fait? Donc il y a des fois, on dit, bon, là, il n'y a pas de réponse. C'est pas le tonneau, parce que ça ne rentre pas dans un tonneau. Mhm. Parce que t'en as un où tout le monde me dit oui c'est le tonneau, c'est le tonneau. Oui mais ça fait un diamètre de plus de 20 mètres. Bon un diamètre de 20 mètres, un tonneau il fait pas 20 mètres. Ouais, bien sûr, c'est clair. Donc ça veut dire que si ça fait 20 mètres en rond, c'est que c'est pas un rond, c'est que c'est un arrondi. Ce qui Mm. n'est évidemment pas la même chose. Et qu'un arrondi, ben non, un tonneau n'est pas non plus n'est pas une vasque. Donc, Oui. donc ça, on supprime, donc on sait ce que ça n'est pas.
Et c'est passionnant ben, de se dire, voilà, mais comment on les tenait. Moi, il y a un rabot, la varlope par exemple, honnêtement, je ne le tiendrai pas au-delà de 5 minutes, tellement que c'est c'est Ouais, lourd et que j'ai pas les bras. J'ai pas les j'imagine. bras. Et d'ailleurs, tu dis que la pomme de pin, c'est la vedette de l'exposition. Ça t'est venu comment cette fibre artistique dans l'incrustation sur bois? Ben, l'incrustation, moi, je viens, ça, moi, j'ai toujours le côté différent de tous les autres. Bon. Hmm, Si on parle de l'apprentissage, on va dire c'est de la main à la main. Moi, c'est de la main à un livre. d'accord. Donc l'incrustation ne s'apprend pas de la main à la main, vu que c'est un métier quasi disparu en France. Vu que c'est proche de la marqueterie, mais ce n'est pas de la marqueterie, hein. Vu que la D'accord. marqueterie, on pose sur le support et que l'incrustation, on fait un trou pour l'inclure dans un support. Donc c'est pas. Donc moi, je suis plus quelqu'un qui a appris dans les livres parce que mes premiers francs à l'époque que je gagnais dans mes stages en entreprise, ben, j'en ai acheté mes premiers livres. Ils datent de là. D'accord. Et donc moi j'ai toujours aimé apprendre en dehors du LEP, vu que moi je suis dans les LEP. Mhm. J'ai démarré par là, donc on va dire deux mots. Donc il y a trois possibilités de se former aujourd'hui. C'est les LEP, c'est l'apprentissage à la Chambre des métiers, c'est les compagnons du devoir. Moi je viens des LEP et qu'avec mes petits francs à l'époque, j'ai acheté mes premiers livres sur la menuiserie, sur les techniques et compagnie, et que là-dedans, il y avait l'art de l'incrustation. Et donc moi j'ai appris l'incrustation tout seul dans mon atelier, avec les conseils de nos anciens qui ont eu ce bonheur extraordinaire de décrire le travail, parce que si on ne suit que l'apprentissage de la main à la main, comme je dis, ça a un intérêt uniquement que si on forme quelqu'un qui fait le métier. Bien Si sûr. on forme des gens qui ne font pas le métier, ça ne sert à rien. Et heureusement qu'il y a eu des gens, entre guillemets, un peu plus fous que les autres, qui ont dit, ben non, nous on va pas faire que de la main dans la main, nous on va aussi écrire dans des livres. Mhm. Et heureusement qu'il y a ces gens-là, parce que ces gens-là, dont Agiroubo, parce que j'ai toute la collection dans ma bibliothèque, qui a passé 7 années de sa vie et qui est mort juste après, en étant raillé par tout le monde parce qu'on disait un artisan ne doit pas écrire, c'est pas son rôle. Ah oui. Heureusement qu'il y a eu ces gens-là, ces génies-là, qui ont compris qu'il fallait transmettre en dehors de la main à la main. Et voilà, et l'incrustation pour moi, ça a démarré là-dessus. Ça a démarré parce que chaque discipline, il y a énormément de disciplines dans les métiers du bois. Donc on a la marqueterie, on a la sculpture, on a les tourneurs sur bois. Donc il y a plein de disciplines dans le bois. Et moi j'ai choisi tout simplement la plus rare. Alors je ne dis pas la plus difficile ou pas parce que c'est compliqué. Parce que moi je suis pas un sculpteur. Si on me demande de faire une sculpture, elle sera certainement plus compliquée. Un sculpteur m'a dit, bon, moi je ne serais pas capable de faire une incrustation. Voilà, donc j'aime pas cette compétition de qui sera le plus facile ou difficile. Mhm. Mais voilà, je fais partie des rares. Et les gens d'ailleurs, parce qu'une fois ça m'est arrivé qu'il y a un tourneur par exemple qui a eu la mauvaise idée de faire une très belle pièce tournée avec une incrustation. Malheureusement, l'incrustation, elle était complètement ratée. D'accord. Et je lui dis, ben voilà pourquoi moi je ne tourne pas du bois. Voilà, donc voilà, chacun sa discipline, chacun doit se faire plaisir dans sa discipline. Et bon, là, il a voulu m'impressionner dans sa bêtise, vu qu'il a raté sa pièce. Et donc, moi, d'ailleurs, j'aurais fait une pièce tournée ratée, j'aurais pas osé la montrer à un tourneur. Lui, il l'a fait. Il a été très ridicule et bon, j'ai pas revu la pièce. Je crois qu'il a dû ranger. Dommage parce que la pièce tournée était absolument magnifique. Donc voilà, Ouais. chacun sa discipline et je pense qu'on se portera que mieux. Bah, ça, c'est sûr. En tout cas, bah, moi, j'ai été très heureuse, Christian, d'avoir pu partager cette exposition virtuelle. J'imagine qu'il y aura plein de personnes qui
qui vont vouloir également visiter ton exposition virtuelle en cette période qui est Ben, inédite. on le lance, alors on fait un lancement qui est évidemment particulièrement casse-gueule, entre guillemets, parce que qui c'est qui parle des journées européennes des métiers d'art en digital? Personne. Ouais. Soyons très très honnêtes. Donc c'est très compliqué. L'avantage de faire ces enregistrements permet de dater cette inauguration évidemment particulière. Mhm. Et je sais très bien que si le succès immédiat ne viendra pas, sauf énorme surprise, hein, on ne le sait pas, ça démarre officiellement demain. Hein, euh, D'accord. j'ai pas vu un article dans la presse le signaler, hein, donc je vais dire que c'est magnifique. Et même les Facebook des chambres des métiers et compagnie n'en parlent même pas non plus, hein, pour Ah dire à bon, quel c'est point incroyable. il y a un dynamisme extraordinaire. Donc moi je profite effectivement de ces dates pour dire voilà, je fais une inauguration. Bon, on démarre le troisième confinement, donc la fenêtre est très très petite, sachant qu'on ne parle que du confinement et c'est logique. C'est logique, et puis avec les vaccins, les variants et compagnie, donc c'est compagnie, mais l'avantage du virtuel, c'est que tous les gens qui vont parler ont été enregistrés dans des bonnes conditions et que tout ce qui est fait peut repasser dans 2 mois. Bien Rien sûr, n'aura changé. bien sûr. Mais moi, Euh, je vais te relayer sur mon site d'artiste peintre et je te relierai aussi sur mon Facebook d'artiste peintre. donc voilà, ben, merci. C'est pour ça qu'aussi il faut citer les gens. Donc voilà. Et puis Ce qui sinon, fait un pays n'est pas son gouvernement mais son peuple. oui, mais Et son quand peuple doit s'entraider. il doit s'entraider, c'est évident maintenant. On sait que la pensée des gens, elle est malheureusement très très centrée sur ce qui se passe, ce qui est Oh, je logique. dirais pas tout le monde, tu sais, Christian. Il y a beaucoup quand Je même de... constate de plus en plus que les gens ont compris le jeu et ils ont envie vraiment d'être libres. Je dirais pas que c'est la majorité, contrairement à ce que nous disent les médias grand public. Bah, disons que moi, quand dernièrement, j'ai fait la fête de la fraise, t'as énormément de gens qui ont vu. Moi, j'ai pu le faire avec un Facebook Live qui a été tourné. Mhm. Énormément de gens bah, nous disent de tenir, ce qui fait très plaisir, bien évidemment. Et après, la conversation, c'est toujours sur le masque, c'est toujours sur les vaccins, vaccinés, pas vaccinés et compagnie. T'as quand même beaucoup Ouais. de peur, des gens qui espèrent en disant mais est-ce que vous pourrez vous montrer, je ne sais pas si on pourra se montrer, je ne sais pas si c'est comme le spectacle, je ne sais pas s'il pourra faire du spectacle et on se rend compte que les grands festivals, si on met une jauge à 5000 personnes, ils ont préféré fermer que de perdre de l'argent vu qu'il faut payer tout ce petit monde et que 5000 visiteurs, ça ne fait pas les frais. Mm. Donc, quoi qu'il arrive, on a tous envie de revenir au monde d'avant. Moi, je pense à titre personnel que c'est pas demain la veille. Ouais. Que la vaccination, c'est une bonne chose, mais que ce ne sera pas le produit miracle, parce qu'on attend aujourd'hui un miracle. Hein. On attend Après, moi, je pense qu'il faut vivre avec. Hein. Je mais pense qu'il qu'il faut faut arrêter vivre d'avoir avec, peur. et surtout, à mon sens, moi j'en ai profité de ce premier confinement pour faire ça. Faut se rendre compte, le premier confinement, donc moi j'étais totalement arrêté. C'était 6 heures par jour sur l'ordinateur à trier les meilleures séquences, les meilleures photos et compagnie. C'était pendant 1 mois et demi, 6 heures d'ordinateur. Ouais, ça fait mal pour, à la tête. pour, Hein. pour faire ça, mais de se dire, voilà, moi j'ai construit quelque chose d'extraordinaire, cette expérience du digital, et puis là, 1 an après de cette émission de radio filmée que je suis en train d'organiser, je suis un précurseur. Super, c'est formidable ça. Je Très le innovant. disais hier une exposition virtuelle d'un artisan d'art, moi j'en connais pas deux. Alors, attention, il y a plein de gens qui ont fait des vidéos, mais sur leur site internet, mais il n'y a pas de site attitré au virtuel. Mm, mm. Moi, j'ai un site attitré au virtuel avec la particularité, c'est qu'un site virtuel ne vend rien. Elle donne envie plus tard d'y venir.
Si moi je passe, vu qu'on m'a toujours dit, oui, mais toi, t'es pas le Louvre, c'est vrai, mais le site virtuel du Louvre n'a qu'un objectif, c'est d'avoir envie derrière de voir ça en vrai. Bien sûr. Le principe, il est le même. Donc, un site virtuel doit être séparé d'un site pour moi commercial, car le site virtuel n'a qu'un rôle, c'est de donner envie de dire voilà, venez voir en vrai, le bois, venez le sentir directement, parce que c'est excessivement agréable, et ça, l'ordinateur ne pourra pas vous le donner. Peut vous donner autre chose. Moi, j'adore vous faire des gros plans. Oui, Ces gros plans, vous ne les verrez jamais en vrai. Parce que pour les voir en vrai, il faudrait que votre œil soit à 10 cm du travail. Et qu'à 10 cm de travail, vous avez intérêt à mettre une sacrée vitre devant. Hein. Ça serait quand même très dangereux pour vous. La photo peut le mettre comme pour un tableau. On peut faire un immense zoom sur le tableau. bien sûr. C'est pas forcément plus. Je suis pas sûr que l'auteur va apprécier qu'on y fasse un zoom, vu qu'il a C'est parce secret. que c'est du... Non, là on fait du prêt à penser, chacun doit un peu voir le tableau comme il a envie Bien et sûr. découvrir les détails par son œil que par un zoom La grande amplitude. photographique. Je trouve que les zooms photographiques vont trop loin. Mais derrière finalement, mais c'est autre chose parce que le zoom photographique, quand on voit un musée qu'on est devant un tableau, bon ben déjà on a une barrière parce qu'on ne peut pas toucher le tableau, et heureusement d'ailleurs pour lui, et que voilà, et que derrière on n'a pas les mêmes sensations parce que entre voir un écran et voir un tableau, c'est pas les mêmes sensations. Déjà, on a une dimension d'un côté qu'on n'a pas une dimension. La photo, vous prenez une pièce de monnaie, comme j'explique toujours, vous faites un gros plan, vous avez l'impression que votre pièce de monnaie remplit l'écran. Mm. Une pièce de monnaie, c'est tout petit. Donc la photo triche là-dessus, vu que le zoom. Donc c'est bien de montrer aussi de temps en temps. Ça va. Je trouve que tu as des musées qui vont trop loin dans la capacité du zoom. Je trouve qu'ils Oui, devraient se limiter à ce que notre œil peut voir et imaginer. et imaginer, tout simplement. Après, effectivement, si on a des pièces qui sont en haut du plafond de la chapelle Sixtine et qu'on est à 10 mètres, 10 mètres, qu'on montre des détails que l'on ne peut pas voir, là oui, Mhm. mais je trouve qu'on va un poil trop loin dans le côté, mais on est toujours dans une séparation et avec un but, le site virtuel, c'est un site qui doit nous encourager à aller voir. Quand moi je regarde une pièce de théâtre à la télé et que je vais voir une pièce de théâtre en vrai, j'ai pas la même impression. Ah bah c'est sûr, hein. Maintenant, c'est bien aussi de l'avoir en vidéo parce que ça permet de découvrir quelque chose. Et là, c'est pareil, tu as les jeux des caméras. Quand on est assis sur son fauteuil, eh ben au final, on n'a qu'un regard. Hein. On peut tourner la tête ou compagnie. Alors que là, on a une caméra à droite, une caméra au milieu, une caméra à gauche. Et on a un mix de tout avec des zooms. On voit quelqu'un qui ouvre un livre. On va voir quasiment la page du livre. Ouais, C'est évidemment quand on est assis, ben, on ne voit pas tous ces détails-là, on ne voit pas tous ces trucs que la télé est capable de montrer. Non, mais c'est différent. Et heureusement d'ailleurs que c'est bien différent et sûr. que l'ambiance, ben, rien ne remplacera de voir les vrais acteurs en direct que Tout à derrière fait. une caméra. Mais heureusement qu'il y a la caméra pour dire regardez ce que c'est que le spectacle. Il y a un bon spectacle, moi je regrette, mais des fois j'ai pas envie de le voir qu'une fois. Ça c'est sûr. Quand il est bon, quand il est bon, ben on a envie de se dire tiens, on peut le revoir et puis voilà, et puis avec des jeux d'acteurs. Donc en plus c'est magnifique. Mais c'est sûr que c'est la sensation, hein, qui est importante. Dans quelques arts pratiqués, c'est vraiment la rencontre du public avec l'artiste et la sensation, l'imagination qui se crée à partir de la sensation. Donc ça, c'est vraiment très important. Et le virtuel peut reproduire une partie de cette sensation, mais ne pas reproduire la totalité. Ah ben non, non, et puis moi j'ai assisté grâce à toi d'ailleurs à un spectacle par Zoom. Ah, je te remercie infiniment, oui, Donc tout à fait. j'ai regardé, effectivement, c'était avec une originalité, parce que voir un spectacle comme ça, évidemment, c'est totalement différent. Alors moi, j'ai cet avantage, c'est d'avoir une caméra qui est loin, Hmm, c'est-à-dire d'avoir un cadre. Là, effectivement, c'est vrai que la caméra était très très près, et hmm. il y avait un effort des acteurs d'essayer de bien rentrer Dans le cadre. dans le cadre. Ils se donnaient un mal de chien parce que
je pense qu'ils n'avaient pas le retour. Et Ouais. ils ont fait un effort absolument extraordinaire d'être sur le cadre en étant avec une caméra très très près. Moi j'ai cet avantage d'avoir une caméra très très loin qui me prend, qui prend l'ensemble De l'espace. de l'espace. Ce qui fait, c'est que je peux bouger, je suis toujours dans le cadre. Mais là, j'ai vu les spectacles et c'est vrai qu'il y a, on sentait un peu le côté, il faut quand même qu'on rentre dans la boîte, hein. ce qui Oui, était, la ce qui, contrainte en ce qui effet était, ce qui était très du film. sympathique avec, encore une fois, une générosité des acteurs parce que quand on fait quelque chose et qu'on a une telle contrainte, c'est-à-dire ne pas dépasser du cadre, qu'un cadre qu'on ne voit pas, alors que quand on est sur scène, automatiquement, ben, on voit le public, on ne cherche pas forcément sa place. Et là, c'était évidemment très compliqué parce qu'il fallait se concentrer sur ben, son métier d'acteur et se concentrer en disant attention, il ne faut pas que je sois à 2 centimètres à côté parce que les gens ils verront les gens ils verront peut-être pas, hein. Donc c'est vrai que c'est un effort extraordinaire parce que quand moi je travaille par exemple en public, c'est vrai qu'on on a l'avantage, on fait deux choses, c'est-à-dire on regarde le public et on fait son travail. Quand on a une caméra, on sait on va regarder plus la caméra, bien évidemment, on va essayer de ne pas lui tourner le dos à la caméra, et quand il faut penser à trois choses en même temps, Ouais, ou quand il faut parler, ça m'arrive d'être filmé, par exemple, je suis obligé de parler plus fort parce que je veux que le son passe dans la caméra. bien Et c'est sûr. vrai que dès qu'on est sur trois éléments à s'occuper en même temps pour être bon, automatiquement, bah, déjà trois, c'est très très compliqué de se concentrer sur Ah bah, trois c'est actions très en même temps en contraignant, disant c'est attention, vraiment difficile. là je suis filmé, va, faut faire un beau petit sourire, il faut parler parce que il faut entendre. Alors attention parce qu'on a moi, ça m'arrive d'être filmé quand tu as du monde et on a la troisième ou quatrième personne qui dit une petite phrase. Alors, on ne sait pas si elle va être enregistrée. On ne sait pas si la caméra va, enfin, le son va être pris ou pas. Et moi, j'ai tendance toujours à y répondre au final, parce qu'on se disait, mais s'il a enregistré, ben, je dois y répondre. Donc, en plus, être attentif à tout ce qui peut se passer, à tous les bruits, à tous les sons. Ça m'est arrivé d'être en bord de route, par exemple, et il y a un camion qui passe. Mhm. Et là, alors, évidemment, le camion a été coupé au montage. Oui, Donc là, c'est évident. Mais ce qui n'a pas été coupé au montage, c'est que j'ai dit, attention, il y a un camion qui arrive. il faut qu'il fasse partie de l'enregistrement, donc et, effectivement. et parce que le caméraman ne voyant pas que le camion arrivait, vu qu'il est concentré sur autre chose, donc moi je lui dis, il a été dit attention, il y a un camion qui arrive. Voilà, ça a été un grand moment, par exemple, de là. C'est-à-dire qu'il faut gérer tout un ensemble, tout ce qui peut se passer, comme les acteurs de rue, comme ça m'est arrivé de voir, qui ont un travail extraordinaire, parce que des fois, il y a le public qui marche sur le lieu où ils jouent, et qu'il faut aussi gérer tous les impondérables qui peut y avoir. Et puis pour moi qui considère que la démonstration est un spectacle. Ah, tout à fait, Et tout à je fait. rêve d'ailleurs un jour, peut-être que j'y arriverai, de faire ce spectacle, cette démo musicale, où Mhm. je travaille à la même vitesse que la musique, avec les Ah, mêmes gestes super. que la musique. Je Nouvelle l'ai testé. innovation. Je l'ai testé une fois, ça n'a rien donné parce qu'il n'y avait pas les musiciens, mais je ne désespère pas un jour avoir, Super, Christian. avoir ce bonheur, en sachant que pour moi c'est l'enfer, parce que faut que je connaisse mon travail et surtout les notes de musique, ce qui est évidemment Mhm. compliqué pour moi de connaître tout par cœur, parce que c'est à moi de me mettre au niveau des instruments et pas l'inverse. Ah Voilà. bah c'est sûr, hein, c'est sûr. Mais les En tout cas, c'était répétitions sont un faites grand pour. plaisir pour moi d'échanger avec toi, Christian. Je te souhaite Ben beaucoup de oui. succès dans cette exposition virtuelle et je te dis au plaisir d'échanger de nouveau ensemble. Eh ben merci, avec grand plaisir. Avec très grand plaisir, Christian. Je te souhaite une très belle exposition. Donc merci, puis à la prochaine, et puis au grand plaisir de se revoir, et peut-être un jour, pourquoi pas, se voir en vrai. C'est avec grand plaisir pour se voir en vrai. À très Donc, euh, bientôt, Christian. donc allez, merci, à très bientôt. Merci, à très bientôt. Allez.